multitude d'individus dont tous ne sont pas destinés à combattre. On compte en général un ratio d'un combattant pour 3 hommes de soutien. Un char transporte 3 officiers cuirassés autour desquels gravitent 72 fantassins ainsi qu'une multitude de serviteurs, de palefreniers, cuisiniers, ramasseurs de bois, d'eau, etc. Étant donné ces effectifs, il est important de tendre vers une victoire rapide au risque de voir la troupe s'épuiser et les ressources manquer. Transporter des vivres pour une armée nombreuse sur une grande distance a un impact significatif à la fois sur l'armée qui doit assurer cet acheminement, mais également sur la population qui sacrifie ses vivres au profit des combattants. L'État lui-même paye le prix fort si la campagne s'éternise. Il faut acheter de nouvelles armes, réparer les chars, changer les chevaux. Sun Tzu considère ainsi que la brièveté d'une action est primordiale même si elle n'est pas forcément adéquate. Si les vivres et les équipements manquent, c'est chez l'ennemi qu'il faut les prendre. Il est conseillé aux combattants de piller les trésors, de s'emparer de toutes les ressources de valeur pour leur bien. L'État, lui, ne récupère que la terre, c'est donc bien la victoire qui compte avant tout. Chapitre 4. Dans la doctrine de Sun Tzu, c'est le général qui mène l'armée, pas le souverain. Selon Sun Tzu, ce qui compte le plus n'est pas tant d'anéantir l'ennemi que d'en retirer le maximum de bénéfices possibles. On tire bien plus d'avantages d'un bataillon capturé dont les hommes sont laissés en vie, d'une ville non pillée ou d'un royaume intact. Le véritable but est d'anéantir la stratégie de l'ennemi, si possible, avant même qu'elle ne soit mature. Il faut chercher ses alliances et les défaire avant qu'elles n'apportent trop de puissance. Pour un général, l'attaque d'une ville peut être lourde de conséquences. C'est pourquoi il faut l'éviter au maximum. D'abord parce que les préparatifs sont très longs. Il faut rassembler les armes et les mettre en condition, positionner les troupes, dresser des talus contre les murs. Si un général impatient décide de mener une attaque avant que son armée ne soit prête, il y a de fortes chances qu'il perde la moitié de son effectif avant même d'y être entré. La ville et ses fortifications sont véritablement stratégiques pour Sun Tzu. Le gain de leur prise est à mettre en regard des pertes engendrées par une attaque mal préparée. C'est paradoxalement au peu de sièges menés et de villes détruites que l'on reconnaît la valeur d'un général. Il doit savoir évaluer sa force par rapport à l'ennemi. Sun Tzu propose de se comporter en fonction de sa supériorité. Si l'on est 10 fois plus nombreux, il faut l'encercler. Si l'on est 5 fois plus nombreux, il faut l'attaquer. Si l'on est 2 fois plus nombreux, il faut le diviser. Si on lui est inférieur, il faut savoir battre en retraite. Cette règle simple basée sur les effectifs est un leitmotiv pour Sun Tzu. Par ailleurs, le destin du dirigeant et de son général sont liés. Une armée est puissante parce que l'État lui-même est puissant. Néanmoins, le dirigeant peut entraîner la défaite de 3 façons. Tout d'abord lorsqu'il prend des décisions à contre-pied de celles du général, en ordonnant par exemple d'avancer alors que le plus sage serait au contraire de battre en retraite. Ensuite, lorsqu'il tente d'administrer l'armée avec les règles qui s'appliquent à la cour. Dans ce cas, les officiers en seront fortement déroutés car ces deux milieux sont totalement différents. Enfin, lorsqu'il décide de prendre part à l'administration de l'armée, prenant ainsi la place des officiers et anéantissant leur crédibilité. Une armée défaillante sera le signe pour l'ennemi qu'il peut attaquer. Le vainqueur est celui, selon Sun Tzu, qui sait quand attaquer et quand il ne faut pas, celui qui sait aussi bien mener une armée nombreuse qu'une armée restreinte, celui dont les troupes partagent un objectif commun, celui qui est prudent et qui guette l'imprudence de l'ennemi, et enfin, celui qui a des généraux compétents et dont le souverain se tient à l'écart de l'armée. Sun Tzu prône donc une autorité absolue du général sur l'armée, qui reste bien évidemment au service du souverain, mais dont les ordres, en fonction des réalités du terrain, peuvent être contestés. Chapitre 5. L'armée du général est avant tout composée d'une multitude d'individualités. La victoire du général dépend de 2 paramètres. D'abord de sa propre invincibilité, elle-même fonction de sa capacité à se défendre et à attaquer lorsqu'il dispose des moyens nécessaires pour cela. Ensuite, de la vulnérabilité de l'adversaire. Sun Tzu définit le Tao comme la voie de l'humanité et de la justice, et des lois comme des règles et les institutions. Pour être victorieux, il faut protéger les lois et cultiver l'art de la justice. L'art militaire comporte plusieurs éléments. Il s'agit d'abord de savoir apprécier l'espace, c'est-à-dire le terrain. Chaque terrain est propice ou non à une avancée rapide des troupes, notamment en fonction de sa topographie. Rappelons qu'à l'époque, les armées déplacent de nombreux chars à la fois lourds et rudimentaires.
il est bon de comparer les effectifs des deux camps en se basant sur des chiffres, des estimations. L'équipement de l'ennemi et son moral sont des indicateurs à prendre en compte pour en jauger. La troisième étape consiste à calculer si oui ou non l'attaque est judicieuse. Si c'est le cas, alors il sera temps de mobiliser la population et lever les troupes. La direction de l'armée selon Sun Tzu répond à un concept simple. Il n'est pas plus compliqué de diriger quelques hommes que de diriger une armée. Il décrit en effet toute une organisation, en partant du grain le plus fin qu'est l'homme. Une paire de combattants ajoutés à un trio composent une escouade. 2 escouades forment une section, 5 sections un peloton, jusqu'aux brigades qui, assemblées, forment une armée. Dans cette structure pyramidale, chaque élément est subordonné à son rang supérieur et à autorité sur des rangs inférieurs. Alors évidemment, la mise en marche ou le retrait de plusieurs milliers d'hommes répartis sur de vastes étendues nécessite la mise en place de moyens de communication rapides. À l'époque, on utilise donc des étendards et des sons émis par des cloches ou des tambours. Les étendards sont visibles au loin lorsque le bruit des combats est assourdissant. Le son des cloches peut percer la nuit pour diriger les troupes. La victoire tient également à un savant dosage et à une utilisation appropriée des 2 composantes que sont la force normale et la force extraordinaire. La première est celle qui attaque de front, tandis que la seconde surgit sur l'ennemi par ses flancs. Toutes 2 sont complémentaires. Dans le tumulte et le vacarme de la bataille, les forces peuvent sembler désorganisées mais il n'en est rien. Bien au contraire, et selon le maître mot de Sun Tzu, la duperie, une bonne organisation et une discipline maîtrisée permettront de faire croire à l'ennemi que l'on est craintif et perdu afin de mieux le surprendre et le dominer. Sun Tzu va plus loin, il considère que chaque combattant détient sa propre personnalité, qui vaillant, qui prudent, qui craintif. Il conseille donc de donner à chaque homme des responsabilités qui correspondent à sa personnalité et qu'il saura assumer. Ainsi, aucun talent ne sera gâché car l'armée puissante a besoin d'exploiter chaque individualité. Chapitre 6. Le général doit connaître les atouts de son armée pour en tirer le meilleur. L'occupation du terrain est primordiale. Sun Tzu réserve plusieurs des 13 chapitres aux rudiments tactiques de manœuvre des troupes. Reprenant le principe de duperie, il préconise de tromper l'ennemi en lui envoyant de faux signaux. Un ennemi forcé de se tenir prêt en de nombreux points multiplie les points faibles. Pour cela, il faut être capable de savoir exactement où et quand l'attaque aura lieu. Ceci est d'autant plus complexe lorsque l'armée à diriger est nombreuse. Le général doit donc calculer les itinéraires et faire en sorte que ces brigades, parties par des chemins séparés, puissent se retrouver exactement au même moment sur le lieu de bataille. Le général est aux ordres du souverain. Lorsqu'il mobilise la population et crée cet ensemble harmonieux qu'est son armée, c'est qu'il en a reçu le mandat. Charge à lui ensuite de trouver le meilleur itinéraire pour manœuvrer ses troupes. Il est important de constamment tromper l'ennemi en prenant des chemins détournés. La vitesse dans l'avancée des hommes est également un élément primordial. À l'époque de Sun Tzu, une étape normale représente une trentaine de lis, soit environ 15 km. Lorsqu'il faut absolument prendre l'avantage sur une position en s'y rendant plus vite que l'ennemi, toutes les escouades ne pourront pas avancer à la même vitesse. Tenter de le faire serait condamner à coup sûr les plus faibles qui arriveraient sur place exténués. Par ailleurs, il faut prendre en compte un élément important lorsque l'on avance en territoire ennemi. Ce dernier connaît tous les recoins, toutes les pâtures et tous les sentiers. S'y aventurer sans préparation revient à prendre des risques énormes. Sun Tzu va jusqu'à conseiller de parer les casques de faux oiseaux, de placer sous ses pieds de fausses empreintes d'animaux. Un art de la dissimulation poussé à l'extrême. Et lorsqu'il s'agit de livrer bataille, le positionnement des troupes répond à une disposition stricte. Le centre est occupé par le quartier général du commandement en chef. Autour de lui sont disposés les camps. Si l'ennemi attaque de nuit, la meilleure des stratégies consiste à le laisser rentrer par un des camps, puis ensuite à refermer les portes pour l'emprisonner et l'anéantir à grand renfort d'arcs et d'arbalètes, tandis que des sentinelles éclairent les lieux. Il existe d'autres paramètres importants que le général doit avoir en main. Ces troupes ne sont pas d'humeur égale. Pleines de vigueur le matin, elles seront fatiguées le soir et auront tendance à penser à leur famille. C'est une vulnérabilité à prendre en compte. Arriver sur un champ de bataille épuisé, c'est faire face à un ennemi qui y était déjà et qui a eu le temps de se reposer. Il faut ainsi savoir ménager ses hommes au bon moment. Enfin, il convient de se méfier de l'ennemi qui semble défaillant et ne pas tomber dans le piège qu'il tend. Et lorsqu'il est aux abois, sentant sa fin proche,
il est judicieux de lui laisser une porte de sortie, faute de quoi il se battra jusqu'à la mort avec une émulation qui décuplera ses forces. Chapitre 7. La connaissance de l'ennemi et l'anticipation de ses actes sont la clé de la réussite. Dans les chapitres précédents, Sun Tzu justifie l'action d'un général par le mandat qu'il reçoit de son